Simonette Mepps Croupy est une jeune femme de 29 ans. Elle est surnommée Sissi par ses proches. Elle est devenue professeure d'études sociales en 2006 à l'âge de 26 ans. Au moment des faits, en 2012, elle enseigne depuis 3 ans à l'établissement The School for Classics dans l'un des quartiers les plus difficiles de Brooklyn. Et c'était une enseignante bien aimée et très dévouée. D'ailleurs, elle dirigeait le Girl Leadership Club et a fondé le Fairy Godmother Project de l'école, qui fournissait des robes de bal aux jeunes filles dans le besoin. Elle est mariée à Jonathan Croupy, un homme de 30 ans qui a souhaité reprendre ses études pour suivre les traces de sa femme, c'est-à-dire devenir professeur. Au moment des faits, il est donc étudiant à l'université afin d'obtenir sa maîtrise de professeur. Et en parallèle, il est professeur d'anglais dans le même établissement que sa femme à temps partiel. Et il espérait alors obtenir sa maîtrise pour devenir professeur à temps plein. Ensemble, ils vivent au 1446 Forest Hill Road à New Springville, à New York. La maison est dans une rue calme, bordée d'arbres, en face d'un terrain de golf, donc ils vivent dans un endroit assez tranquille. Le drame s'est produit le 5 juillet 2012, 2 jours avant leur 5e anniversaire de mariage. Ce 5 juillet 2012, en début d'après-midi, Jonathan rentre chez lui à 13h50 et découvre le corps de sa femme sans vie au bas des escaliers. À 14h30, affolé, il appelle le 911. I just came home. My wife is dead. Oh my God, I think my house was robbed. Oh my God. Oh my God. Sir, My wife. Sir, how long ago could this have happened? I have no idea. I left this morning. Okay, Oh my God. Sir, I know you're scared, but what, like, why do you say she's dead? Like, is she? There's blood all over. Oh my God, she's in a giant puddle of blood. Okay, give me your name, sir. My name is Jonathan Croupy. My wife is dead. My wife is dead. La police, une fois arrivée sur les lieux, découvre en effet Simonette morte face contre terre. Les agents constatent alors rapidement qu'elle a été poignardée à mort. Et la communauté est choquée par ce drame. Son mari, Jonathan, a bien entendu été immédiatement interrogé, moins de 2 heures après la découverte du corps. Souvent, le conjoint ou la conjointe est la première personne suspectée, et encore davantage si c'est la première personne qui trouve le corps. En tout cas, lui, il déclare d'abord ne pas avoir essayé de la réanimer car il savait qu'elle était morte. Ensuite, les enquêteurs lui ont demandé de retracer sa journée. Et il affirme que depuis le matin, il a été constamment en mouvement. Alors, il déclare s'être levé à 6h45 et être parti de chez lui à 7h30. Sa femme dormait alors encore, mais il l'aurait réveillée lui disant qu'il partait pour faire plusieurs choses, notamment aller faire vérifier sa voiture au garage. Elle lui aurait alors demandé de récupérer des livres et des plans de cours à l'école dont elle avait besoin. Il est ensuite parti après cela de son domicile et il s'est d'abord rendu à Brooklyn où il a cherché en vain un point de vente de billets de théâtre à prix réduit car il voulait voir le spectacle de Broadway Wicked. Il a ensuite déclaré avoir récupéré les fameux livres dont son épouse avait besoin au lycée où ils enseignaient. Ensuite, il est parti à 10h06 et il lui a envoyé un SMS pour lui dire qu'il allait faire vérifier sa voiture. D'ailleurs, un reçu de $11 prouve qu'il a en effet emmené sa voiture chez le garagiste. Après ça, il a fait le tour de 5 magasins dans le but d'acheter des chaussures, mais finalement sans rien trouver ni acheter. Enfin, il a envoyé 2 SMS à sa femme, vers 11h50, mais sans obtenir de réponse. Il l'aurait ensuite appelé 25 minutes plus tard, mais également sans réussir à la joindre. Ensuite, il déclare s'être rendu au Home Depot de Charleston dans l'intention d'acheter de la peinture. Mais il n'est jamais sorti de sa voiture sur le parking. Il a déclaré à la police avoir finalement décidé de ne plus acheter de peinture. Puis ensuite, il déclare être rentré chez lui où il a découvert alors le corps de sa femme. Il est donc rentré 6h30 après être sorti de chez lui et avoir effectué toutes ses tâches. Donc c'est son alibi, un planning assez chargé. La police se demande ensuite pourquoi il a pris autant de temps pour appeler le 911. C'est vrai, il a découvert le corps à 13h50, mais pourtant il n'a appelé les urgences qu'à 14h30. C'est énorme. Mais lui, il déclare simplement avoir pris le temps d'appeler les urgences car il a nettoyé les excréments que ses chiens avaient mis sur le sol.
En fait, quand il est rentré, il a vu que leurs 2 chiens avaient fait leurs besoins sur le sol et l'un des beagles était recroquevillé dans un coin, tandis que l'autre était à l'intérieur de sa caisse. Donc là, il avoue clairement sans détour préférer nettoyer les besoins de ses chiens plutôt que d'appeler les urgences pour sauver sa femme. Ensuite, un des détectives, Michael Burdick, déclare l'avoir trouvé calme et sans émotion pendant l'entretien. Il remarque aussi qu'il a une coupure à la main et des écorchures au tibia. Mais Jonathan explique qu'il s'est coupé la main avec une caisse de rangement, la caisse dans laquelle il a collecté des livres et d'autres matériaux dans la salle de classe comme demandé par sa femme plus tôt dans la matinée. Concernant les écorchures au tibia, il affirme s'être blessé à la jambe le 3 juillet alors qu'il aidait quelqu'un à retirer la moquette d'un véhicule. Puis toujours lors de sa déclaration, il explique aussi qu'en rentrant chez lui, il a trouvé sa maison saccagée avec des meubles renversés et des objets cassés. Donc, à première vue, le meurtre semble être dû à un cambriolage qui a mal tourné. Mais il semble que rien n'ait été volé, même si Jonathan pense qu'il est possible qu'il manque quelques bijoux, mais bon, sans certitude. De plus, la police ne retrouve aucun signe d'effraction. Et enfin, les voisins rapportent qu'ils n'ont rien vu, ni entendu de suspect, rien remarqué d'étrange ni d'inhabituel, jusqu'à ce que son mari fasse l'horrible découverte. Et les chiens du couple n'ont pas non plus aboyé. Donc, grâce à tous ces éléments ainsi que les témoignages, les enquêteurs déterminent assez rapidement que la scène du crime n'est absolument pas compatible avec un cambriolage. Donc cette théorie est mise de côté et oubliée. Puis ils émettent ensuite une autre théorie. Simonette enseignait donc dans un quartier difficile. Et une semaine avant le drame, elle avait publié un post sur Facebook en disant qu'elle avait vécu un incident effrayant. En effet, elle avait été témoin d'une fusillade près de l'école où elle enseignait. Donc, les enquêteurs se sont demandé si elle avait pu être tuée à cause de la violence de la région, donc tuée par un criminel, par un délinquant. Mais cette théorie est aussi rapidement écartée. Nous voilà maintenant 5 jours plus tard, soit le 10 juillet 2012. C'est ce jour-là qu'ont lieu les funérailles de Simonette. Environ 200 membres de la famille et amis, parmi lesquels une douzaine de motards, des policiers, des enseignants et aussi des adolescents, dont ses élèves, sont réunis, dévastés pour rendre hommage à cette femme, cette fille, amie et enseignante bien aimée. Jonathan Croupy est bien entendu présent et on le voit sanglotant et tremblant, tenant un chapelet enroulé autour de sa main gauche. Il embrasse ensuite 2 roses avant de les jeter ainsi qu'un bouquet sur le cercueil de sa femme assassinée. Et les proches de Simonette ont trouvé ce jour-là son comportement étrange. Car d'une part, il n'établissait aucun contact visuel avec les membres de la famille de Simonette, et aussi, d'autre part, c'était la première fois qu'il le voyait pleurer. Car le jour du meurtre, il n'avait pas montré autant d'émotions. Il n'y avait eu ce jour-là pas de larmes, rien. Et aussi, dans les jours qui avaient suivi le drame, les relations entre Jonathan et la famille de sa femme sont devenues glaciales. Et autre comportement suspect, à un moment, le père de Simonette s'est adressé à son gendre en lui demandant s'il avait une idée de qui avait pu avoir fait ça. Jonathan lui a simplement répondu qu'il devait aller au-delà de ça, suggérant que ce n'était pas important et de passer donc à autre chose. Il balayait alors toute question et répondait simplement qu'il devait continuer sa vie. Ensuite, une autopsie du corps a eu lieu. Le médecin légiste a constaté que Simonette Mapes Croupy était décédée des suites de plusieurs coups de couteau, dont 11 d'entre eux ont été portés dans le cou et 3 dans le dos, qui lui avaient perforé l'aorte, les poumons et la veine jugulaire. Certaines des blessures étaient d'ailleurs si profondes que la poignée, donc c'est-à-dire la partie qui relie la manche à la lame, avait laissé des marques sur son corps. Le médecin a ensuite précisé qu'elle n'était pas morte immédiatement, mais qu'elle avait perdu beaucoup de sang avant de mourir, donc ce qui veut dire que malheureusement sa mort a été lente, même si le médecin n'a pas pu déterminer combien de temps cela a pu prendre. Le médecin légiste a aussi noté que Simonette avait une blessure profonde à l'annulaire compatible avec une blessure défensive. Elle n'avait pas d'échymose au visage, en revanche elle avait des écorchures et des échymoses aux pieds, aux bras et aux tibias qui peuvent donc correspondre à des blessures que l'on peut se faire en tombant dans un escalier. Puis pour reprendre avec les différentes théories, après avoir écarté l'hypothèse du cambriolage et du meurtre commis par un délinquant, les enquêteurs se sont rapidement retournés vers son mari Jonathan Croupy. Évidemment, il était beaucoup trop suspect, son comportement, ses déclarations, le temps qu'il a mis pour appeler le 911,
tout ce qu'il a fait le matin même, comme si tout avait été fait pour se créer un solide alibi. Il n'a aussi fait aucune déclaration publique. Bon, même s'il faut quand même se méfier des déclarations publiques, on connaît des affaires de maris qui ont tué leur femme alors qu'on les voit ensuite pleurer face à la caméra. En tout cas, c'était le seul et unique suspect pour la police. Et il a dû ressentir qu'il était dans le viseur des enquêteurs car seulement 1 mois après le meurtre de sa femme, il a sollicité les services d'un avocat de la défense pénale, Matthew Santamoro. En tout cas, malgré le fait qu'il soit suspect, il n'a pas été inculpé car la police n'avait encore rien contre lui. Elle devait mener son enquête à la recherche de preuves. Les enquêteurs ont alors travaillé pendant plusieurs semaines pour trouver des incohérences dans sa chronologie des faits, notamment en interrogeant les collègues du couple et en vérifiant ses enregistrements de téléphone portable. Et première incohérence, le personnel de l'école a déclaré que sa venue à l'école pour récupérer des livres pour sa femme était inutile car elle avait déjà tout ce dont elle avait besoin. Donc, il était peu probable qu'elle lui ait demandé d'aller chercher ces fameux livres le matin du meurtre. Et par la suite, les enquêteurs ont obtenu un mandat de perquisition pour fouiller son domicile. Ils ont alors saisi les ordinateurs, les téléphones portables du couple ainsi que les 2 véhicules. Et c'est là que les enquêteurs découvrent des choses très intéressantes. Une série de secrets que Jonathan aurait préféré garder pour lui. En fouillant l'historique internet de l'ordinateur de Jonathan, ils ont découvert que celui-ci avait fait des recherches terrifiantes. Il a recherché comment trancher la gorge de quelqu'un, comment casser le cou de quelqu'un, comment détruire des preuves ADN et comment nettoyer une scène de crime. Il avait donc fait des recherches pour savoir non seulement comment commettre le crime, mais aussi comment camoufler toutes les preuves et ainsi se disculper de toutes les charges. Les enquêteurs ont ensuite découvert autre chose. Ils ont découvert que Jonathan avait une grande affection pour les prostituées, les clubs de striptease, la pornographie et qu'il avait eu de nombreuses relations sexuelles avec toute une série de prostituées. Et dans l'ordinateur, cette fois de Simonette, la police a découvert qu'elle avait recherché des informations sur la séparation et le divorce dans l'État de New York. Pour les enquêteurs, il est alors fort possible que Simonette ait découvert la double vie de son mari et qu'elle aurait alors demandé le divorce. Et ensuite, lui, il l'aurait alors tué. À ce stade de l'enquête, il ne fait alors plus aucun doute que Jonathan est le coupable du meurtre de sa femme. Même si les enquêteurs manquent tout de même encore d'éléments pour consolider leur dossier. Par exemple, l'arme du crime n'a jamais été retrouvée, il n'y a pas de témoins. Donc malgré les preuves trouvées sur internet, rien d'autre ne prouve que c'est un meurtrier. Bon, pour nous c'est énorme, mais vous savez maintenant que devant un tribunal, tout cela peut être facilement démontable. En tout cas, malgré tout, cela restait suffisant pour l'arrêter. Que se serait-il alors passé le jour du drame ? Le 4 ou le 5 juillet 2012, Simonette aurait décidé d'affronter son mari à la suite des découvertes faites au fil du temps sur sa double vie. Elle a découvert qu'au lieu d'aller à l'université pour étudier en vue d'obtenir sa maîtrise, il a trompé et voyait des prostituées et des escort girls, tout en dilapidant la majeure partie de son salaire d'enseignant. Donc non seulement il a trompé, mais il la mettait aussi dans des difficultés financières. Les enquêteurs ont aussi découvert que ce n'était pas la première fois qu'il mentait au sujet de sa maîtrise et que la fois précédente, cela avait déjà mis leur mariage à rude épreuve. En effet, en 2008, peu de temps après leur mariage, le couple avait déménagé au Texas, mais était retourné aussitôt à New York lorsqu'il a été révélé que Jonathan n'avait jamais obtenu son diplôme. Puis environ une semaine avant la mort de Simonette, Jonathan lui aurait avoué qu'il n'avait pas obtenu sa maîtrise et ne pourrait ainsi plus enseigner. Alors qu'il lui avait dit pendant toute l'année que son cursus arrivait bientôt à terme, que tout était ok et qu'il allait décrocher sa maîtrise. Mais maintenant, on sait qu'il passait son temps à faire tout autre chose. Et de son côté, comment sa femme avait-elle découvert son secret ? Eh bien en fait un jour, elle avait regardé dans son téléphone portable et avait repéré un numéro suspect. Elle avait alors fait une recherche sur ce numéro et avait découvert qu'il s'agissait du numéro de téléphone d'une escort girl. Elle avait donc compris à ce moment-là qu'il a trompé, qu'il dépensait tout son argent avec ses femmes, qu'il mentait au sujet de ses études. Elle l'aurait alors confronté à tous ces sujets et aurait demandé la séparation. Une vive dispute aurait alors suivi et Jonathan aurait ensuite poussé sa femme dans les escaliers. Et alors qu'elle est allongée au pied des escaliers, impuissante et blessée, il l'aurait poignardée 15 fois.
Il aurait ensuite tenté de dissimuler le crime en saccageant sa propre maison pour donner l'impression d'un cambriolage et en espérant alors que la police penserait qu'un intrus était entré et aurait tué sa femme. Et après avoir fait ça, il aurait quitté la maison pour faire quelques courses et aurait appelé sa prostituée préférée, Miss Pumpkin. Il l'aurait ensuite retrouvée dans un motel et aurait eu des relations sexuelles avec elle. Puis de retour chez lui à 13h50, il aurait enfilé son costume d'acteur, feint le choc de la découverte du corps de sa femme et enfin appelé le 911. Par contre, les enquêteurs ne savent pas exactement à quel moment il a tué, soit le 4 juillet au soir, soit le 5 juillet à 14h quand il est rentré de sa matinée. Bon, il paraît davantage plausible que ce soit avant d'avoir effectué toutes ses activités de la matinée, donc c'est-à-dire avant de partir de chez lui à 7h30, mais dans les rapports, le médecin indique qu'elle aurait été tuée entre 20h30 le 4 juillet 2012 et 14h le 5 juillet. En tout cas, c'est ainsi en novembre 2012, près de 4 mois après la mort de sa femme, que la police a arrêté Jonathan Croupy au domicile de sa mère à Brooklyn, là où il résidait depuis le meurtre. La police l'a accusé de meurtre au 2e degré et de possession criminelle d'une arme. Jonathan, lui, a nié toutes les allégations et a clamé son innocence. Et quand les parents de Simonette ont découvert que leur gendre était le coupable du meurtre de leur fille, eh bien, ils n'ont pas été si surpris que ça. En réalité, ils se doutaient que c'était lui depuis le début. Il avait un comportement et des paroles étranges. Il ne parlait plus à la famille de sa défunte femme depuis des semaines. Et il a été jugé pour son crime en 2015, soit 3 ans plus tard. Son procès a malheureusement été ajourné de nombreuses fois durant ces 3 ans et à chaque retard, cela a fatigué un peu plus la mère de Simonette, Teresa Mapps. En tout cas, le procès a enfin pu commencer en octobre 2015 et il a duré 5 semaines. Jonathan n'a exprimé aucun remords pour son crime et a continué à maintenir son innocence. Il a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Lors du procès, les preuves principales présentées par l'accusation contre Jonathan ont été ses recherches sur Internet, son goût pour les prostituées, les clubs de striptease et la pornographie. L'accusation a aussi montré qu'il existait des conflits dans le couple, que Simonette était allée de découverte en découverte à propos de ses études, puis les prostituées, et qu'elle avait finalement envisagé de divorcer. Donc le motif invoqué est que sa femme aurait découvert son secret et envisagé de demander le divorce. Concernant la défense, l'avocat de Jonathan, Mario Gallucci, a lui insisté sur le fait que malgré les infidélités, son mariage tenait le coup et a soutenu le fait que Simonette était en vie lorsque Jonathan est parti le matin du 5 juillet. Et que, avec ses courses et son rendez-vous avec Miss Pumpkin, il n'aurait pas eu le temps de commettre un meurtre. L'avocat a aussi déclaré qu'il contestait l'affirmation selon laquelle une confrontation entre Jonathan et Simonette au sujet de ses penchants sexuels avait conduit à son meurtre. Car selon lui, il n'y avait aucune preuve que sa femme ait découvert l'existence des prostituées, du club de striptease ou de la pornographie. Ensuite, Miss Pumpkin, la prostituée qu'il a retrouvée le jour du drame, a ensuite témoigné. Elle a déclaré qu'elle avait eu des relations sexuelles avec Jonathan, qu'elle connaissait sous le nom de Mike, toutes les 6 à 8 semaines, et ce depuis 3 ans. Ses tarifs étaient de $300 pour une séance d'1 heure, et parfois Jonathan lui demandait d'amener un ami, et cela doublait le prix. Bon, on s'en fiche un peu de ces tarifs, mais c'est seulement pour indiquer qu'il mettait effectivement une bonne partie de son salaire dans ses visites à des prostituées. Et leur première rencontre remontait donc à 3 ans plus tôt, soit en 2009, et chez Jonathan. Puis après cela, ils s'étaient régulièrement retrouvés dans des motels. Cela faisait donc plusieurs années qu'il trompait sa femme. Puis Miss Pumpkin a déclaré que le 5 juillet, donc soit le jour du drame, Jonathan lui a téléphoné pour qu'il se retrouve dans un hôtel le jour même. Elle a trouvé que c'était une demande insolite car habituellement il appelait la veille pour organiser leur rendez-vous alors que ce jour-là, il a appelé juste 1 heure avant, vers 11h. Elle a ensuite déclaré que 1 mois seulement après la mort de sa femme Simonette, Jonathan avait repris leur rencontre pour toujours avoir des relations sexuelles ensemble. 1 mois après la mort de sa femme. Et ensuite, cela se passait environ 1 fois par semaine et chez ses parents où il vivait donc depuis le meurtre. À la fin du procès et après 2 heures de délibération, un jury a déclaré Jonathan Croupy coupable de meurtre au 2e degré et il a été condamné à 25 ans minimum de prison à la perpétuité.
Et à l'énoncé du verdict, Jonathan s'est adressé à la famille de sa femme en disant « Mes mensonges et mon infidélité n'auraient jamais dû être dévoilés sur la place publique. Je voudrais m'excuser auprès de la famille de ma femme, mais il y a une chose pour laquelle je ne peux pas m'excuser. Je ne l'ai pas tué, je suis un homme innocent. » Donc il avoue être un mari infidèle, mais il maintient son innocence pour le meurtre de sa femme. Le juge, lui, a paru accablé qu'il n'assume pas ses actes et aussi accablé par son absence totale de remords. Actuellement, il purge sa peine au centre correctionnel de Clinton dans le nord de l'État de New York. Puis nous voilà en 2016, près d'1 an après sa condamnation. Et alors qu'il est en prison, il se crée un profil sur un site de rencontre pour aider les condamnés à trouver l'amour. La famille de Simonette a bien entendu été révoltée et dégoûtée par ce profil, surtout quand elle déclare dans sa description « Je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfant, pas de drame de bébé maman ici. C'est comme si ma fille avait disparu, n'avait jamais existé », a déclaré Teresa. Et dans ce profil, il clame son innocence, il n'a aucun mot pour Simonette et dit donc qu'il n'est pas marié. Voici sa description sur son profil sur le site de rencontre. Et les filles, vous êtes géniales? Comme moi, je cherche une fille amusante et intelligente pour stimuler mon cerveau et peut-être mon cœur. J'ai 34 ans, je suis portoricain et italien et je suis né et j'ai grandi à Brooklyn, à New York. Je suis un peu ringard, mais c'est cool maintenant, non? On m'a dit que j'étais très drôle, aventureux et terre à terre. Oh, et que je suis beau aussi. Lol. J'aime les bons livres et les films, j'aime rire et j'écoute toutes sortes de musique, j'aime aussi danser et cuisiner, mais pas ensemble, c'est le désordre, lol. J'aime aussi les chiens, il n'y a rien de mieux qu'un meilleur ami à fourrure à vos côtés, n'est-ce pas? Je ne suis pas mariée et je n'ai pas d'enfant, pas de drame de maman bébé ici. Être en prison, ça craint, mais je suis innocent et je travaille sur mon appel. La patience est une vertu et j'en ai beaucoup appris ici. Pour l'instant, je veux juste trouver une fille intéressante avec qui partager des expériences. Idéalement, je cherche quelqu'un qui est heureux d'être célibataire, mais ouvert à la possibilité d'une relation avec la bonne personne. Toute race, croyance ou couleur me convient. Sérieusement, que vous soyez grande ou petite, blonde ou brune, tatouée et grossière ou timide et prude, cela n'a aucune importance pour moi. Je suis ouvert d'esprit et j'espère que vous l'êtes aussi. Tentez votre chance et écrivez-moi bientôt. Vous ne le regretterez pas. L'avocat de Jonathan, Mario Gallucci, a été interrogé sur le profil de rencontre et a déclaré qu'il comprenait que ce profil pouvait se montrer irrespectueux pour la famille. Cependant, il a déclaré aussi qu'il comprenait surtout le point de vue de son client, qui souhaitait garder espoir et retrouver l'amour, qu'il avait le droit d'aimer et de vivre sa propre vie. Ensuite, Jonathan a donc fait appel de sa condamnation, mais celle-ci a été rejetée en 2019. Et enfin, pour terminer, Teresa Mapes a ensuite monté une organisation appelée CC Angel en l'honneur de sa fille pour aider les victimes de violences domestiques. Donc voilà pour cette affaire. Merci d'avoir suivi cette terrible histoire. J'attends comme d'habitude vos retours et commentaires sur cette affaire. J'ai vraiment hâte de vous lire. Je pense qu'il y a d'ailleurs beaucoup de choses à dire, surtout sur Jonathan. En tout cas, merci à tous et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.